Dans l'exercice, nous avons eu un diagramme de classe où il y avait deux classes, la classe employé et la classe livre, où un employé avait nom, fonction, bureau, email comme attributs, ils sont tous privés, et affiché et loué comme deux méthodes publiques. Livre, il avait titre, auteur, édition, locataire des attributs privés, et loué, c'est une méthode publique. La flèche, ça veut dire que dans employé, on utilise livre. On le voit ici, louer, livre. Donc, un employé, il va louer et on prend comme paramètre un livre. Ça explique la flèche comme quoi employé, il est en relation avec livre. Maintenant, sachant que le retour d'un livre ne peut être effectué que par un bibliothécaire qui est un employé, modifiez le diagramme de classe pour permettre le retour d'un livre. On veut modifier ce diagramme pour qu'on puisse faire des retours. Pour l'instant, on ne peut pas faire des retours. Et on ne veut pas ajouter retour ici comme méthode avec les autres méthodes publiques d'employé parce que ce n'est pas un employé normal qui va faire un retour, mais c'est plutôt un bibliothécaire. Implémentez vos modifications. Il faut programmer par la suite les modifications faites dans le diagramme de classe. Il faut les programmer dans C#. Essayez de répondre à cette question et je donne la première solution tout de suite. La première solution, c'est la solution intuitive. Nous avons un bibliothécaire, donc on va ajouter une classe bibliothécaire. Comme bibliothécaire est un employé, alors je vais lui mettre tous les attributs de employé. Nom, fonction, bureau, email. Elle aussi la nom, fonction, bureau, email. Et les mêmes méthodes, afficher, louer, afficher, louer. Et maintenant, un bibliothécaire, il peut faire un retour. Je vais ajouter le retour d'un livre. Ça explique la flèche maintenant que bibliothécaire utilise aussi livre. Elle est en relation avec livre. Donc, c'est une solution qui marche. Elle répond à la question. La solution 1 consiste à créer une nouvelle classe bibliothécaire qui contient une nouvelle méthode retour livre. Puisqu'un bibliothécaire est un employé, la classe bibliothécaire doit contenir tous les attributs et méthodes de la classe employé. Le premier problème de cette solution est la réécriture de tous les attributs et les méthodes. On est obligé dans la classe bibliothécaire de réécrire tous les attributs de employé et de réécrire aussi toutes les méthodes de employé. Le problème, ce n'est pas juste la réécriture de tous les attributs et méthodes, mais supposez qu'on a modifié par la suite une méthode dans employé, on est obligé d'aller la modifier aussi dans bibliothécaire. De plus, en se basant juste sur le diagramme de classe, il n'est pas clair que bibliothécaire est un employé. Si on revient au diagramme de classe, ici, nous avons une classe employé et une classe bibliothécaire. C'est vrai que tous les attributs et méthodes dans employé sont dans bibliothécaire, mais il n'y a rien qui spécifie que le bibliothécaire est un employé. Donc, c'est une information qui manque dans ce diagramme de classe. La solution 2, elle va se baser sur l'héritage. Bibliothécaire héritera tous les attributs et méthodes de employé. Pas besoin de les réécrire. Et si on modifie quelque chose dans employé, la modification est automatiquement répercutée sur bibliothécaire puisque bibliothécaire, il hérite cette méthode de employé. C'est au moment d'exécuter cette méthode qu'il va aller chercher le code dans employé. Elle peut par la suite en ajouter d'autres ou les personnaliser. Donc, dans la classe bibliothécaire, je peux ajouter autre chose qui n'est pas dans employé, par exemple la méthode retour. Et je peux aussi redéfinir, ça veut dire si je choisis qu'une méthode de employé soit exécutée différemment que celle qui est dans employé, je peux la redéfinir dans bibliothécaire. Attention, une classe B hérite d'une classe A si B est un A. Il faut dire est un. Ce n'est pas parce que B et A ont plusieurs attributs et méthodes en commun que je dois faire de l'héritage, parce que dans le diagramme de classe, l'héritage, ça se lit est un. Il faut avoir cette relation est un pour faire
de l'héritage. Sinon, je ne le fais pas, même si ça a l'air de minimiser l'écriture du code. Alors maintenant, la solution avec l'héritage, j'ai toujours ma classe employé, j'ai ma classe livre, et regardez ici, j'ai une flèche pleine ici qui dit que bibliothécaire, il hérite de employé. Qu'est-ce que ça veut dire il hérite? Ça veut dire que tous les attributs et les méthodes de employé, ils sont aussi dans bibliothécaire. Et ici, bien sûr, je peux ajouter autant d'attributs et de méthodes que je veux. Et on va voir par la suite que je peux même modifier une méthode qui existe ici, je peux la modifier ici. Ça s'appelle une redéfinition. Maintenant, si je vous pose la question, combien d'attributs dans la classe livre? Alors, je vais les compter. 1, 2, 3, 4. Maintenant, combien d'attributs dans la classe bibliothécaire? Je viens dans bibliothécaire. Apparemment, je ne vois pas d'attributs, mais puisqu'il y a un héritage, la réponse est 1, 2, 3, 4. Il y a 4 attributs dans bibliothécaire. Combien de méthodes dans bibliothécaire? J'ai une méthode ici, mais j'ai deuxième, troisième, j'ai 3 méthodes dans bibliothécaire. Donc faites attention, quand vous avez des flèches pleines dans le diagramme de classe, ça veut dire que c'est un héritage, ça veut dire que tous les attributs et toutes les méthodes sont hérités de la classe de base. Et si je lis maintenant ce diagramme, un employé peut louer des livres, avec louer, il peut louer des livres, et un bibliothécaire est un employé, donc il peut louer aussi des livres, mais je vois ici qu'un bibliothécaire, il peut faire un retour de livres. Par contre, employé, il ne peut pas faire de retour parce qu'il n'a pas une méthode retour. Donc, ça répond bien à notre question. Quand une classe hérite d'une autre, elle hérite tous les attributs et les méthodes, qu'ils soient privés, publics ou protected. Faire bien attention, on les hérite, on les possède. Donc la classe bibliothécaire, elle possède les 4 attributs et elle possède 3 méthodes. Donc elle hérite tous les attributs et toutes les méthodes, que ce soit private, protected ou public. Par contre, les attributs et les méthodes privées dans la classe de base ne peuvent pas être directement utilisés dans la classe qui hérite. Ça veut dire dans bibliothécaire, si le nom était private, je vais avoir un attribut nom, mais je ne peux pas y accéder directement. Je ne peux pas faire, par exemple, à l'intérieur de la classe bibliothécaire, this.nom. Non, je ne peux pas accéder au nom parce qu'il est private. Je peux l'accéder juste à l'intérieur de la classe employé. Maintenant, pour les utiliser, je peux utiliser les accesseurs, je peux utiliser une méthode publique, donc c'est une utilisation indirecte. Par contre, les attributs et méthodes protected dans la classe de base peuvent être utilisés directement dans la classe qui hérite. Protected, c'est comme privé pour toutes les autres classes à part la classe qui hérite. La classe qui hérite, pour elle, elle peut utiliser directement, c'est comme si elles étaient publiques dans la classe de base, juste pour ces classes qui héritent. C'est ça la définition de protected. On avait déjà expliqué private et public. Maintenant, on peut expliquer c'est quoi protected. Protected, c'est privé pour toutes les autres classes que celles qui héritent. Et elle est publique pour celles qui héritent. Au lieu de créer à zéro les constructeurs de la classe qui hérite, ils peuvent appeler les constructeurs de la classe de base, puis ajouter, si nécessaire, les instructions manquantes. On voit maintenant en pratique comment implémenter la solution 2. Puisque je veux utiliser les attributs à l'intérieur de la classe bibliothécaire, les attributs hérités, ils étaient private, donc la première chose à faire, c'est de les mettre protected. Donc, tous les privates que j'avais ici pour les non-fonctions bureau email, les attributs de employé, je vais les mettre protected. Ça, je vais le faire dans employé. Je change private par protected. Pourquoi? Parce qu'il y a bibliothécaire qui va hériter de employé et j'ai choisi de donner accès aux attributs de employé dans bibliothécaire. Je vais faire protected.
Et dans le diagramme de classe, si je reviens dans le diagramme de classe, vous voyez que j'ai mis un dièse ici au lieu des petits tirets qu'il y avait ici. Les petits tirets, c'est pour private. Et ici, j'ai mis les dièses pour dire qu'ils sont maintenant protected. Deuxième étape, allez créer la classe bibliothécaire. Alors, créer la classe bibliothécaire qui hérite de la classe employé, je vais écrire bibliothécaire, employé. Je vais lire que bibliothécaire hérite tous les attributs et toutes les méthodes de employé. Donc, vous allez cliquer bouton droit, ajouter une classe, vous allez le nommer bibliothécaire et vous allez venir mettre employé pour dire que bibliothécaire hérite de employé. Maintenant, créer un constructeur qui appelle le constructeur de employé. Je vais venir faire un constructeur pour bibliothécaire et je vais avoir le nom, la fonction et le email. Maintenant, je dois dire this.nom égale ce nom, this.fonction égale cette fonction, this.email égale ce email, mais ce code, je l'ai déjà dans le constructeur de employé. Donc, ce que je vais faire, c'est deux points et je vais appeler le constructeur de employé. Tout ce que je fais, c'est base, ça veut dire la classe de base, la classe d'où j'hérite, et je mets ces paramètres nom, fonction, email. Donc cet appel, il va aller chercher dans la classe de base, ça veut dire la classe employé, un constructeur avec 3 strings, et il va exécuter le code de ce constructeur. Et bien sûr, le this, il va revenir à bibliothécaire et non pas à employé, parce que l'appel, il est fait dans bibliothécaire. Et comme ça, j'évite de réécrire le code ici, le this.nom égale à nom, le this.fonction égale à fonction, et le this.email égale email. Ici, c'est sans ajout. Dans ce cas, c'est sans ajout. Imaginez que j'avais deux autres attributs dans bibliothécaire qui ne sont pas dans employé. Je vais dire le sexe par exemple. Alors, je vais ajouter ici char sexe pour F ou M. Alors, je vais venir ici et je vais prendre bien sûr ici char sexe et je vais venir ici, je vais faire this.sex égale sexe. Le seul que je vais mettre ici parce que le nom, fonction et email sont remplis par cet appel avec base. Et le reste des attributs, si j'ai d'autres attributs, je peux les mettre ici. Créer la méthode retour. Dans bibliothécaire, on a dit qu'il y a une méthode de plus qui est la méthode retour. Elle prend comme paramètre un livre, le livre que je veux retourner. Et ce que je fais, c'est livre.locataire égale nul. On avait dit que quand on loue, on met livre.locataire égale l'employé qui est loué. Et quand ce n'est pas loué, de toute façon, la méthode est louée, elle teste livre.locataire. Si elle le trouve à nul, elle dit qu'il n'est pas loué. Donc, dans le retour, je dois mettre nul pour que est loué retourne non, retourne false. Et voilà, je viens de créer la table bibliothèque, je viens de répondre à la question. Maintenant, dans le main, créer l'employé Audrey, créer le bibliothécaire David, créer le livre C#, essayer de louer C# à Audrey, afficher les informations du locataire du livre C#, effectuer l'opération de retour de C# par le bibliothécaire David. Vous ne pouvez pas le faire par Audrey de toute façon parce que ce n'est pas un bibliothécaire. Essayer de louer C# à David, attribuer le bureau 7 à David et afficher les informations du locataire du livre C#. Si vous n'avez pas encore créé la classe bibliothécaire, allez-y, vous pouvez vous baser sur le code que j'ai donné et essayer de répondre à ces questions dans le main. Faites une pause, je donne la solution tout de suite. Alors pour créer l'employé Audrey, je vais instancier la classe employé et je vais créer un objet Audrey. Bien sûr, ici, c'est le constructeur avec 4 paramètres qui va s'exécuter. Et je vais avoir Audrey dans le nom, professeur dans la fonction, 10 dans le bureau et audrey@ucar.ca dans le email. Ici, pour David, c'est plus un employé, c'est un bibliothécaire. Un bibliothécaire David égale new bibliothécaire. Et là, je vais appeler le constructeur de bibliothécaire qui, lui, avec les deux points base, va appeler le constructeur employé.
puisque bibliothécaire, c'est un employé. Et de cette façon, je vais mettre David dans le nom, chargé de cours dans la fonction, c'est un bibliothécaire qui est aussi chargé de cours, david@ucar.ca dans le email de David. Et maintenant, je vais créer un nouveau livre. Je vais ajouter un livre à notre bibliothèque. Donc, livre CS égale new livre et C# Bishop 2015, comme on a fait la dernière fois pour créer le livre CS. Maintenant, je vais essayer de louer à Audrey. If Audrey.louer CS, je veux louer le livre CS à Audrey. Donc, je vais tester ce qu'il est loué ou pas. Pour l'instant, il n'est pas loué. Donc, je vais avoir un affichage location effectuée. Après ça, je veux les informations sur ce locataire, celui qui a loué CS. Donc, c'est cs.locataire.afficher. Et là, ça va exécuter afficher de employés. Il va afficher le nom et le email du locataire qui est Audrey. Donc, il va afficher Audrey et audrey@ucar.ca. Maintenant, je vais faire un retour. Un retour, c'est un bibliothécaire qui peut le faire. Je sais que David, c'est un bibliothécaire. Donc, David.retour CS. Je vais retourner le livre CS. Et si vous vous rappelez, dans le retour, c'est cs.locataire égale nul. Donc, je vais avoir nul dans locataire dans CS. Et maintenant, je vais essayer de louer ce livre à David. C'est un employé, il peut faire la location. On n'a pas de méthode louer directement dans bibliothécaire, mais il hérite de employé. Donc, je peux écrire if david.louer CS. Et là, il va trouver que à cause de cette instruction, il y a nul dans locataire de CS. Donc, il va faire la location. Il va afficher location effectuée. Maintenant, juste pour montrer que David, il peut faire tout ce qu'un employé il peut faire, j'ai fait david.bureau, l'accesseur pour modifier le bureau, j'ai mis égal à 7. Donc, bibliothécaire, il hérite tout ce qui est dans employé, c'est un employé. Bibliothécaire est un employé, je le considère comme un employé. cs.locataire.afficher et ici, je vais afficher les informations sur le locataire de CS qui est maintenant David. Et bien sûr, ça va afficher le nom David et le email de David, affiché qui est hérité de employé. Donc, l'affichage que je vais avoir, location effectuée, c'est pour Audrey. Et je vais afficher celui qui a loué, c'est le nom de l'employé et Audrey. Et son email est audrey@ucar.ca. Après ça, je vais essayer de louer à David et ça va marcher. Donc, je vais avoir location effectuée et les informations sur David sont le nom de l'employé est David et son email est david@ucar.ca. Et vous voyez comment avec l'héritage, déjà, il y a moins d'écriture de code. Donc, je peux utiliser tout le code qui était dans employé, je l'hérite directement. Je veux dire les attributs et les méthodes. Et c'est une solution qui est claire, qui montre que bibliothécaire est un employé, chose que je n'avais pas avec le premier diagramme de classe. Une autre question pour cet exercice, afficher le bureau des bibliothécaires dans la méthode afficher. Ce que je vais faire, c'est utiliser la même fonction afficher qui est dans employé pour les employés afficher juste le nom et le email comme il le fait maintenant, mais pour un bibliothécaire, je vais afficher le nom, le email et aussi le bureau. Donc c'est la même méthode, mais je veux la redéfinir dans bibliothécaire. Le polymorphisme est le concept consistant à fournir une interface unique à des entités pouvant avoir différents types. Dans notre exemple, afficher et l'interface, c'est une méthode des deux types, employé et bibliothécaire par héritage, parce que bibliothécaire l'hérite de employé. Mais elle va contenir différents codes selon si c'est un employé ou selon si c'est un bibliothécaire. En C#, il faut d'abord spécifier dans la classe de base que l'interface peut être redéfinie dans les classes qui héritent de la classe de base en utilisant le mot virtuel. C'est quoi virtuel? Donc, dans employé, la classe que je veux redéfinir dans les classes qui héritent de cette classe, je dois ajouter le mot virtuel. Pourquoi?
pour dire que cette classe, elle est virtuelle. Ça veut dire elle est là, mais aussi elle n'est pas là. Je vais expliquer mieux. Elle est là, ça veut dire elle est toujours dans employé, c'est sûr, mais elle est là dans bibliothécaire parce qu'il hérite, donc il peut ne pas la redéfinir. S'il fait rien, elle est là. On va utiliser le même code qui est dans employé, mais aussi elle n'est pas là. Ça veut dire qu'il a le droit d'écrire une méthode qui a le même nom, les mêmes paramètres, ça veut dire c'est la même méthode, et émettre un code différent. Il considère comme si elle n'était pas là et il va lui-même définir c'est quoi afficher. C'est pour ça qu'on l'appelle virtuel. Dans la classe employé, je vais mettre public virtual void affiché. Avant, j'avais eu juste public void affiché et maintenant, je vais mettre public virtual void affiché. Je n'ai pas touché au code, j'ai juste ajouté le mot virtuel. Qu'est-ce qu'il veut dire ce mot? Il veut dire que il ne veut rien dire déjà pour la classe employé. Et ça ne change rien pour la classe employé. Mais pour les classes qui héritent de employé, ça veut dire que cette méthode, elle est là, elle est héritée. Je ne peux rien faire et je peux utiliser le même code qui est dans employé. Mais ça veut dire aussi que elle n'est pas là. Ça veut dire que je peux définir moi-même ce que je vais avoir dans afficher. Pourquoi faire ça et ne pas juste la nommer un autre nom? On va voir ça par la suite dans l'avantage du polymorphisme avec l'héritage. Mais ça donne juste la possibilité de la redéfinir. Maintenant que je peux la redéfinir, comment est-ce que je vais la redéfinir dans bibliothécaire? Je vais juste mettre le code que je veux et dans la déclaration, je vais ajouter le mot override. Ça veut dire que je veux redéfinir. C'est une méthode que je veux redéfinir, c'est une méthode que j'hérite de employé et je veux la redéfinir ici et ce n'est pas une nouvelle méthode que je définis pour la première fois dans bibliothécaire. Dans l'exemple, on va avoir public override void affiché dans bibliothécaire. Donc dans bibliothécaire, je vais avoir public override, je veux redéfinir affiché que j'ai hérité de employé. Et là, je vais mettre le code que je veux. Ce code, il va être exécuté pour un bibliothécaire et le code de tout à l'heure va être exécuté pour un employé avec la même méthode. Maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, allez ajouter le virtuel dans employé et ajouter la méthode avec override, la méthode affichée avec override dans bibliothécaire et son code bien sûr, et réafficher, réexécuter le code dans le main. Le même code que vous aviez dans le main, réexécutez-le et vous allez avoir cet affichage. Location effectuée pour Audrey. Le nom de l'employé est Audrey, son email est audrey@ucar.ca puisque c'est un employé, il a exécuté affiché qui est dans employé. Et on va voir location effectuée pour David et pour son affichage, l'affichage du locataire du CS, du livre C#, le nom de l'employé est David, son email est david@ucar.ca. Il affiche aussi son bureau E7 puisque c'est un bibliothécaire, alors affiché, il affiche aussi son bureau. Ok, comme j'ai dit, la question c'est pourquoi ne pas avoir juste une méthode affichée bibliothécaire par exemple dans bibliothécaire et il n'y aura pas de confusion. Quand je fais afficher, je vais afficher l'employé et quand je fais afficher bibliothécaire, ça va juste afficher l'information que j'ai mis dans afficher bibliothécaire. La première chose, c'est que je vais avoir deux affichés dans bibliothécaire et je peux avoir une confusion entre les deux quand je fais afficher et afficher bibliothécaire. Chacune va afficher une chose différente. Donc les deux existent. Et je ne veux pas ça, je veux un seul affichage, une seule méthode affichée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un des avantages de l'héritage est qu'il permet d'avoir une structure de données, un tableau, liste, etc., qui contient des objets de la classe de base et des objets des autres classes qui héritent de la classe de base. Par exemple, nous avions vu des tableaux et on sait qu'un tableau il a un type. Donc, quand je fais int tab, tab ne peut contenir que des entiers. Il ne peut pas contenir des réels ou des strings, etc. Maintenant, avec l'héritage, je peux faire un employé tab. Donc, tab peut contenir des employés, mais aussi des bibliothécaires. Pourquoi? Parce qu'un bibliothécaire est un employé.
Donc, je peux avoir un tableau où il y a des employés et des bibliothécaires. Supposez une boucle un for each qui passe sur tous les éléments de ce tableau. Donc, il va parcourir des employés et des bibliothécaires. Si je veux afficher, et selon le type, est-ce qu'il est bibliothécaire ou employé, je dois avoir un if. If employé fait cet élément point affiché, else, ça veut dire si c'est un bibliothécaire, fait cet élément point affiché bibliothécaire. Si j'ai les deux méthodes dans bibliothécaire. Bien sûr, j'ai défini une nouvelle méthode afficher bibliothécaire dans bibliothécaire. Par contre, si je fais la redéfinition, je vais avoir juste élément point affiché. Et dans ce cas, automatiquement, si c'est un employé, il va faire afficher deux employés. Et si c'est un bibliothécaire, il va faire afficher qui est dans bibliothécaire, celle qui est redéfinie. Dans notre exemple, on peut avoir une liste d'employés qui contiendra des employés et des bibliothécaires. Pourquoi? Parce qu'un bibliothécaire est un employé. Le polymorphisme permettra que la bonne méthode s'exécutera pour chaque type d'objet. Si c'est un employé, c'est affiché qui est dans employé qui va être exécuté. Si c'est un bibliothécaire, c'est affiché qui est redéfini dans bibliothécaire qui va être exécuté. Et c'est ce qui s'est passé dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Dans notre exemple, afficher affichera juste le nom et le email d'un employé, mais affichera le nom, le email et le bureau d'un bibliothécaire. La redéfinition, on avait ajouté l'affichage du bureau. Avec ça, maintenant, je peux créer un programme bibliothèque, un programme général. C'est quoi une bibliothèque pour nous? Avec l'abstraction, bien sûr. Une bibliothèque pour cet exercice, c'est une liste d'employés, que j'ai appelé ici employés avec S, et une liste de livres, que j'ai appelé ici livres avec S. C'est ça, une bibliothèque. C'est une liste d'employés et une liste de livres. Et bien sûr, un employé peut faire des locations et un bibliothécaire, il peut faire les retours. Et c'est comme ça que je gère ma bibliothèque dans cet exemple. Alors maintenant, le constructeur de bibliothèque. Bibliothèque, c'est une classe. Je dois avoir donc son constructeur qui a le même nom que la classe, bibliothèque. Qu'est-ce que je vais faire dans ce constructeur? Je vais instancier employé et livre. Employé égale new list d'employés. Il n'y a rien dedans maintenant, mais je l'ai instancié. Et livre égale new list livre. Il n'y a rien dedans, mais je l'ai instancié. Maintenant, je dois pouvoir ajouter des employés à cette liste. À chaque fois que je crée un nouveau employé, je dois l'ajouter à cette liste. Et je dois pouvoir ajouter des livres à cette liste. Et bien sûr, je dois pouvoir trouver un employé pour qu'il puisse faire la location. Et aussi, je dois trouver un bibliothécaire pour qu'il puisse faire des retours ou des locations s'il veut faire des locations dans ce programme. Donc, je commence d'abord par créer une méthode find by nom. J'essaie de trouver l'employé avec son nom, en supposant qu'il n'y a pas deux employés qui ont le même nom. Je vais même faire en sorte de ne jamais avoir deux employés qui ont le même nom. J'aurais pu faire ça avec un matricule, c'est mieux, mais juste pour simplifier l'exemple, j'ai utilisé le nom. Donc, ce que je fais, c'est for each, je vais parcourir tous les employés qui sont dans la bibliothèque, donc employé avec S. Si je trouve un avec le nom ici que j'ai pris en paramètre, je le retourne. Celui que j'ai trouvé, je le retourne. Si je parcours tout, je ne la trouve pas, je vais retourner nul, ça veut dire que je ne l'ai pas trouvé, ce nom n'existe pas. Maintenant, je vais ajouter un employé. Je vais créer un employé, je vais l'ajouter dans mon programme. Donc pour le créer, bien sûr, j'ai besoin des informations des employés et j'ai deux constructeurs, un avec le bureau, un sans le bureau. Ici, je vais choisir d'avoir un avec le bureau. Donc, je fais create employé, je prends le nom, la fonction, le bureau et le email. Donc, pour le créer, qu'est-ce que je fais? D'abord, je vais voir est-ce que j'ai un employé avec ce nom? Find by nom. Non. Égale nul. Si c'est nul, si je ne le trouve pas, alors dans ce cas, je vais l'ajouter. Comment est-ce que j'ajoute dans une liste? Employé.add. Qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un employé. Donc, je vais instancier un employé. New employé.
nom, fonction, bureau, email. Ça, c'est le constructeur avec 4 paramètres. C'est lui qui va s'exécuter. Et il va créer un employé. Cet employé, je vais l'ajouter dans employé. Donc, tout à l'heure, j'avais un employé Audrey, un employé David, mais maintenant, je ne vais pas les nommer comme ça. Je vais juste les mettre dans une liste. Et je retourne true. J'ai pu créer l'employé. Mais si j'avais déjà un employé avec ce nom, je vais retourner false. Ça veut dire que je ne l'ai pas créé. Je continue, je vais faire la même chose pour bibliothécaire. Alors, cette fois-ci, pour bibliothécaire, son constructeur, c'est juste nom, fonction et email. Je vais toujours find by nom, non, s'il est égal à nul. Si je ne trouve pas l'employé avec ce nom, bien sûr, bibliothécaire, c'est un employé, donc il ne doit pas y avoir un employé avec ce nom, qu'il soit bibliothécaire ou pas. Je vais chercher dans tous les employés. Un des avantages de l'héritage, je vais chercher dans une seule liste et non pas dans deux. Si j'avais une liste pour les employés et une liste pour les bibliothécaires, comme la première solution l'avait mentionné dans son diagramme. Alors ici, si je n'ai pas d'employé avec ce nom, je vais ajouter cette fois-ci un bibliothécaire et non pas un employé. C'est un bibliothécaire avec nom fonction email. Donc c'est le constructeur de la classe bibliothécaire qui va être exécuté. Avec les deux points base, il va appeler le constructeur avec 3 paramètres de employé. Et là, je vais mettre le nom dans le nom du bibliothécaire, la fonction dans la fonction du bibliothécaire et email dans le email de l'objet bibliothécaire. Et cet objet-là, c'est lui que je vais ajouter aussi dans employé. Vous voyez ici dans employé, donc je vais avoir des employés et des bibliothécaires qui sont des employés. Donc si je peux faire cet ajout, je vais retourner true. Sinon, s'il y a déjà un employé avec ce nom, je vais retourner false. Je n'ai pas pu le créer. Maintenant, pour montrer l'avantage du polymorphisme, j'ai une méthode les employés qui affiche, qui exécute afficher pour chaque employé, qu'il soit bibliothécaire ou pas. Donc dans ce cas, avec ce qu'on a mis dans employé le virtuel et avec ce qu'on a mis dans bibliothécaire le override pour afficher, je vais avoir deux affichages différents pour les types de employés. Ça veut dire pour employé et pour bibliothécaire. Maintenant, je vais aller dans le main et je vais instancier ce programme pour l'UCAR par exemple. Donc je fais bibliothèque, UCAR bibliothèque égale new bibliothèque. Ça c'est le constructeur de bibliothèque où il y a le new list pour les deux listes employés et livres. Maintenant, lui, cet objet, UCAR bibliothèque point, et je peux appeler ces méthodes. Une de ces méthodes, c'est create employé, et automatiquement, je vais donner le nom, la fonction, le bureau et le email. Create employé avec le code qu'on avait montré, elle va faire un new, elle va tester déjà, elle va trouver qu'il n'y a aucun employé qui s'appelle Audrey, et elle va exécuter le constructeur de employé, celui qui a 4 paramètres. Il va créer un objet employé et il va l'ajouter à la liste employé avec S. Maintenant, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci, je vais créer bibliothécaire. Ici, c'est juste 3 paramètres et le constructeur de bibliothécaire avec 3 paramètres va s'exécuter. Celui qui appelle de point base, il appelle le constructeur avec 3 paramètres de employé. Et de cette façon, je vais créer un nouveau bibliothécaire. Je vais créer bibliothécaire. Il va s'ajouter, c'est un objet bibliothécaire qui va s'ajouter dans employé toujours, employé avec S. Maintenant, je peux faire UCAR bibliothèque.find by nom. Je vais chercher David. Lui, ça va me retourner un employé. Et puisque c'est un employé, je peux faire .bureau égale 7, juste pour montrer que j'hérite tout. Je suis dans bibliothécaire. Ce qu'il retourne ici, c'est un employé, mais il retourne un bibliothécaire. Donc, je peux accéder au bureau. Maintenant, ce qui m'importe le plus, c'est UCAR bibliothèque.les employés. Dans les employés, si vous voyez bien ici, je n'ai pas de condition. J'ai fait juste employé.afficher. Lui, puisque c'est une seule structure de données, c'est une seule liste, pour lui, ils sont tous des employés, mais à l'intérieur, il sait qu'il y a des bibliothécaires qui sont des employés. Donc, je n'ai pas fait de if ici,
et l'affichage, il va être différent. L'affichage, je vais avoir le nom de l'employé et Audrey, son mail est audrey@ucar.ca. J'ai affiché juste le nom et le email pour Audrey qui est un employé. Et j'ai le nom de l'employé et David, son email est david@ucar.ca et son bureau est 7. J'ai affiché aussi le bureau parce que c'est un bibliothécaire. Oui, c'est un employé, mais il est un bibliothécaire et j'ai redéfini affichage pour le bibliothécaire pour qu'il affiche le bureau. Et ça, c'est la puissance du polymorphisme, bien sûr, avec l'héritage et qui me permet d'éviter beaucoup de if. Donc, ça exécute un code différent selon le type. Lui, automatiquement, il check c'est quoi le type, il sait c'est quoi le code qu'il va exécuter.